Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce numéro spécial de votre émission Podium Jeunesse dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, édition 2024. Aujourd'hui, nous allons échanger sur un sujet crucial pour l'égalité des sexes et le développement durable. Il s'agit d'investir en faveur des filles. La condition de la jeune fille, vous le savez sans doute, reste très préoccupante tant pour elle-même, pour la famille, que pour la société à cause de sa fragilité et de sa vulnérabilité. Dans une publication de l'ONU Femmes du 14 décembre 2023, plus de 342 millions de femmes et de filles pourraient vivre sur le seuil de la pauvreté d'ici l'année 2030. Cette agence onusienne estime que ces données sont alarmantes et justifient l'importance d'investir en faveur des filles pour le bien de tous. Mais de quel investissement s'agit-il? Quels sont les enjeux majeurs nécessitant des investissements en faveur des filles et quels sont les avantages à long terme? C'est de ces questions que je discuterai tout à l'heure avec mes invités. Au menu aujourd'hui, dans Podium Micro-Trottoir, des jeunes vous donneront la compréhension qu'ils ont de l'investissement en faveur des filles. Dans Podium Reportage et Podium Dossier, vous découvrirez ou redécouvrirez les actions de l'État et celles d'une organisation de la société civile en faveur de la promotion de la jeune fille au Togo. Bienvenue de nouveau dans ce numéro spécial de Podium Jeunesse dans le cadre de la Journée internationale de la célébration des droits de la femme édition 2024, numéro spécial qui s'intéresse aux investissements en faveur des filles. Pour en parler, je suis avec Jacques Assou, il est sociologue. Monsieur Assou, bonsoir. Allez, bonsoir madame. Nous avons à sa suite Binta Ndiaye, elle est économiste de formation. Bonsoir Binta. Bonsoir madame. J'espère que vous êtes prête pour les échanges. Très prête. Diana Traoré, elle est la vice-présidente en World Association of New Generation Women Leaders. Et enfin monsieur Koudjo Gadje, il est le président de l'ONG ACDF, Attendez Action Collective pour le développement intégral de l'enfance et de la jeune fille. Monsieur Gadje, bonsoir. Bonsoir madame. Tout de suite, nous suivons le micro-trottoir dans lequel des jeunes se prononcent sur la compréhension qu'ils ont de l'investissement en faveur des filles. On regarde. L'intellectuel ghanéen James Aggrey disait dans les années 920 que éduquer un homme, c'est éduquer un individu. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Nous comprenons que investir en faveur des filles a tout son sens du fait que la gente féminine constitue une bonne moitié du genre humain qui compose notre société. Il s'agit donc d'impliquer les filles dès la fleur de l'âge dans même la conception, mais aussi la mise en œuvre de différents programmes de développement qui sont conçus au bénéfice, à l'endroit des jeunes. Ces filles, très tôt, étant impliquées, apprennent à comprendre comment est organisée la société, apprennent à comprendre leur rôle futur en tant que femmes de demain. Et évidemment, si donc les filles sont impliquées, si elles ont toutes les ressources qui leur permettent donc de se bâtir, demain on a une nation forte. Pour moi, investir en faveur des filles serait d'améliorer tout en renforçant les conditions de scolarisation de la fille et également en mettant à sa disposition les ressources nécessaires pouvant garantir la réussite de son éducation et surtout de son avenir. Vous avez suivi le micro-trottoir, mais vous, qu'entendez-vous pas investir en faveur des filles? Merci madame pour cette invitation et ce beau cadre qui permet à la jeunesse de s'épanouir et de faire de très belles partages d'expériences. Je dirais que investir en faveur des filles, c'est octroyer, allouer des ressources pour des actions collectives liées aux filles, des efforts, de l'énergie, voire même des budgets pour des actions concrètes en faveur des filles, bien sûr pour leur autonomisation, leur indépendance et leur bien-être, en passant de la petite enfance à la jeunesse et pour aboutir à la maturité. Jeune femme, merci. Merci à vous aussi, Binta. J'aimerais rajouter une chose spécifiquement, c'est qu'on alloue certes des ressources, mais ce n'est pas forcément des ressources financières. Ça peut être des ressources matérielles, des ressources humaines et dont vraiment le but
de garantir aux femmes, généralement, leurs droits, de leur garantir leur santé, leur épanouissement, leur bien-être, un accès à l'éducation. Généralement, quand on parle d'investir en faveur des filles, on pense que ce n'est que du ressort d'une seule personne, l'État. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Nous en parlerons tout à l'heure. D'accord. Donc, il faudrait qu'on sache que non, c'est du ressort de chacun et de chacune de nous. Quand on dit, par exemple, allouer des ressources humaines, par exemple, j'ai une compétence et je pense qu'elle peut être utile à mes sœurs, bah, tout de suite, je vois dans quelle mesure je peux justement effectuer ça. Voilà. Donc, merci beaucoup, Monsieur Gadji. La question investir en faveur de la jeune fille paraît beaucoup plus complexe que ce que nous voyons. Parce que ici, quand on parle de l'investissement en faveur de la jeune fille ou de la femme, ça prend en compte plusieurs secteurs et plusieurs niveaux. Étant donné que la fille ou la femme est un être social qui vit dans une société, il y a les micro-sociétés, les macro-sociétés, et donc il faut prendre en compte ces aspects. Je parle de micro-sociétés en parlant de la famille. Donc déjà, dans la famille, au sein de la famille, il faut commencer par réfléchir. Déjà, quand la fille est née, il faut commencer par préparer son avenir, voir quels sont les éléments nécessaires à mettre en place pour garantir à cette dernière un avenir un peu plus probant. Et au niveau macro, définir des politiques, allouer des budgets sensibles à la promotion de la femme, de la jeune fille, que ce soit ses droits. Et quand on parle de droits, ça va dans beaucoup de sens. Il y a comment l'appelle-t-on, son droit, le droit de vivre, le droit d'être respecté, le droit d'être considéré comme tel en tant que femme, le droit d'être privé ou épargné des préjugés. Tout ça là, il faut qu'on prenne tous ces éléments en compte parce que l'investissement, bon, pas seulement pour la fille, l'investissement en général pour l'être humain, c'est un travail global qu'il faut prendre et qu'il faut également exercer. Et donc ici, pour me résumer, c'est le fait de mettre en œuvre ou de mettre en place des politiques, des programmes ou des actions beaucoup plus concrètes, que ce soit au niveau micro et au niveau macro, qui vont permettre à ce que la femme ou la jeune fille soit épanouie totalement. J'insiste sur le mot totalement, parce que c'est très important. Monsieur Assou? Je dirais d'entrée de jeu que le concept d'investir en faveur des filles est une notion qui est multidimensionnelle. Et primo, elle évoque le fait que l'on puisse reconnaître la persistance des inégalités de genre dans nos sociétés. Et cela invite à un certain rééquilibrage. C'est pour ça qu'on parle ici d'investissement. Et dans cet investissement, c'est un investissement qui est stratégique, inscrit dans des outils concrets, celui de pouvoir redorer le blason de la jeune fille et de la femme dans nos sociétés. Mais au-delà de ça, cela évoque le fait que nous puissions comprendre que l'allocation des ressources, elle n'est pas que matérielle, elle n'est pas que financière, mais elle est éducative, elle est également d'un point de vue social. Social parce que, comme je disais tantôt, mon cher ami, la jeune fille est inscrite dans une société donnée. Et c'est en fonction des capacités du processus que l'investissement est fait. Maintenant, au-delà également de cet aspect, il faut noter que investir dans les jeunes filles, c'est un impératif moral et de justice sociale également. Parce que notre société a tendance à pouvoir privilégier les hommes au détriment des femmes. Et cela a été fait dans nos sociétés pendant longtemps. Et cela a installé ce que nous appelons les normes culturelles et structurelles, en sociologie bien sûr. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, investir dans les jeunes filles, c'est un choix de développement socio-économique. Quand nous prenons le Togo par exemple, nous sommes au moins 52% de femmes, selon les chiffres du dernier lancement de 2010. Ça montre que si on prend le soin et le temps d'investir sur 52%, on a quand même une majeure partie de la société qui est d'abord éduquée, qui a d'abord accès à la santé, qui a accès d'abord à l'emploi, ou qui entreprend, ou qui produit de la richesse. C'est en cela qu'en réalité, qu'aujourd'hui, il n'y a aucune politique de développement que nous pouvons enclencher aujourd'hui qui ne se repose sur le choix stratégique d'investir dans la jeune fille. Merci beaucoup, c'est vrai, vous avez déjà commencé à en parler, mais dites-moi pourquoi on a besoin d'investir spécifiquement en faveur de la jeune fille Binta? Diane plutôt. Ok. Je dirais qu'investir en faveur des filles est crucial pour plusieurs raisons. D'abord, l'égalité de genre.
il a commencé, abordé. Justement. Nous savons que les filles font face dans la société à plusieurs obstacles, notamment les stéréotypes, les normes sociales négatives qui limitent, qui freinent leur épanouissement, leur évolution. Maintenant, en faisant le choix d'investir à ces filles, c'est que nous essayons de remplir le trou qui a été creusé entre-temps et de pouvoir vraiment atteindre le niveau qu'on souhaite. Et aussi, je parlerai de la production économique, oui, de la production économique. Les femmes font 52% de la population togolaise selon le dernier recensement général. Et en investissant sur cette majorité, c'est qu'on est sûr d'augmenter la productivité, de rehausser l'économie togolaise. Si nous sommes dans notre contexte Togo, je m'arrête là. Binta, qu'est-ce que vous pensez de la question? Pendant longtemps, les femmes ont été marginalisées, relayées au second plan. Et je peux dire, n'ont pas vraiment eu accès aux opportunités. Donc, par rapport à cela, je dirais tout simplement qu'investir aujourd'hui, spécifiquement dans les jeunes filles, c'est pour pouvoir leur permettre justement de saisir tout ce qui est opportunité, tout ce qui pourra favoriser leur autonomisation. Parce que comme Diane vient de le dire, une femme autonome, c'est un plus pour l'économie du pays et par la même occasion pour toute la nation en fait. Je crois que vous le savez, parmi les chantiers qui sont très chers au cœur du président de la République se trouve celui de la promotion de la jeune fille. Et dans le reportage que je vous invite à suivre, nous allons découvrir certaines de ces actions en faveur de la promotion de la jeune fille. S'il y a un domaine dans lequel le Togo s'illustre de jour en jour, c'est bien celui de la promotion et de la protection de la jeune fille. Le chef de l'État, Faure Eswatini Singbe, a pris plusieurs initiatives phares qui éliminent toute forme de barrière entre filles et garçons. Dans le secteur de l'éducation, l'inclusivité et la qualité sont promues avec la décision du président de la République de supprimer à l'école primaire les frais de scolarité dans les établissements publics. Coût de l'initiative, 2 milliards de francs CFA en 2021. Cette initiative a permis de venir en aide à plusieurs millions d'élèves sur le territoire togolais, améliorant le taux net de scolarisation des filles au primaire. Sur 100 jeunes filles à envoyer à l'école, plus de 93 sont scolarisées en 2021-2022, contrairement à plus de 82 en 2020-2021. Les taux sont également en augmentation dans les niveaux supérieurs avec l'exemption des frais d'inscription aux différents examens. Faire des études jusqu'au lycée et plus est donc possible pour les jeunes togolaises. Ce n'était pas le cas il y a encore quelques années. Le système éducatif est désormais ouvert, inclusif, grâce au chef de l'État, Faure Eswatini Singbe. Les horizons s'ouvrent aussi pour la jeune fille avec la diversification des offres de formation professionnelle par la création des IFAD dans les régions. Je suis tellement émue parce que nous sommes la toute première promotion et aujourd'hui je suis la première de ma promotion. C'est vraiment un honneur pour moi puisque le président de la République était là. Je loue vraiment cette initiative qu'il a prise. Donc je ne peux que dire merci au chef de l'État. Et je promets être fidèle à sa vision et ses idéologies en créant et en initiant les projets IFAD. Le pourcentage des filles dans les filières industrielles progresse chaque année. Une avancée notable à l'actif du président de la République. Et ce n'est pas tout. L'alimentation gratuite par le biais des cantines scolaires a permis de toucher des milliers d'élèves et renforcer ainsi leur envie de rester sur les bancs d'école. Leur prise en charge sanitaire est assurée par School Assure, programme démarré en 2017. La protection sociale est aussi forte en faveur des filles en améliorant le cadre juridique de leur protection, notamment avec la loi sur la protection des apprenants. À l'école ou dans les centres de formation, la jeune fille est protégée contre toute forme de violence à caractère sexuel. Toutes ces initiatives mises bout à bout démontrent à suffisance que la promotion de la jeune fille, de l'équité et de l'égalité genre est un fait au Togo. Merci de revenir avec nos plateaux de Podium Jeunesse. Vos commentaires après ce reportage qui nous trace les grandes lignes des chantiers dont le chef d'État dispose pour promouvoir la jeune fille au Togo. Monsieur Gadje. Je ne peux que féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République togolaise,
pour toutes ces actions et ces politiques et programmes qui ont été enclenchés en faveur de la jeune fille surtout. Et depuis que moi j'ai commencé à suivre de bout en bout la mise en œuvre de ces programmes et politiques, je me sens vraiment épanoui moi-même et je me plais en disant que voilà, notre président a compris et il nous a donné le temps pour que nous, je dis nous parce que nous qui sommes, qui travaillons avec les jeunes filles, qui travaillons pour les jeunes filles, pour que nous aussi nous puissions emboîter les mêmes pas. C'est très important. Je me suis tombé sur l'éditorial du secrétaire général des Nations Unies et qui a fait un peu, si je peux le dire, le topo de tout ce qui tourne autour de la jeune fille, de la femme, les problèmes que la femme rencontre, les statistiques. Et ce qui m'a choqué, c'est-à-dire le fait qu'il a dit qu'il nous faut 300 ans avant qu'on atteigne le niveau de l'homme. Non, qu'on atteigne la pleine égalité des genres. Je me suis dit, là, voilà, et ici je me dis, voilà, nous au Togo, c'est vrai, on a bien compris, on a vite compris. Et le président nous a donné le temps en commençant déjà par mettre en œuvre des actions concrètes, des actions pratiques qui sont visibles et que tout le monde voit. Et c'est bien. Ce sont des piliers pour un développement durable. Si on veut vraiment que notre développement, le développement de notre pays soit durable, il va falloir qu'on s'y engage. Et voilà, c'est ce que le gouvernement togolais a commencé à faire. Merci beaucoup, Binta. Pour ma part, je dirais généralement, en matière de politique, on dit on peut avoir les meilleures idées, mais la base, c'est la volonté du dirigeant ou de l'homme politique. Et à travers ce reportage, on comprend clairement que la volonté y est. Donc, c'est vraiment à féliciter, mais en même temps remercier. Et comme vient de le dire le collègue tout à l'heure, tout de suite, c'est vrai qu'on espère des résultats, mais je veux dire, le mieux serait d'être patient parce que ça viendra. L'essentiel, c'est de commencer là maintenant et de savoir que, OK, il y a l'envie, donc ça viendra. Il faudrait juste que chacun de nous essaie maintenant de mettre la main à la pâte parce que... De suivre ses pas. Exactement. Parce que disons qu'en gros est déjà débloqué, donc suivons le pas et allons dans le même sens. Voilà. Diane? Yes. Merci. Je vais rebondir essentiellement sur ce que Binta a dit. Je dirais que les actions du chef de l'État sont vraiment encourageantes. Nos félicitations, nos remerciements. Nous sommes très enthousiastes de voir tous ces résultats et de voir que nous sommes à un niveau A et qu'ensemble, avec des actions collectives, des actions avec les activistes, la société civile, la volonté politique, nous pourrions y arriver un jour à l'égalité dont nous souhaitons. Et à côté, je citerai aussi le programme PEFA, qui n'a pas été peut-être mentionné dans le reportage, le programme d'excellence des femmes africaines, qui a débuté il y a de cela 2 ans. Un programme qui met en valeur des filles talentueuses du Togo. J'en connais tellement qui ont participé et vraiment, c'est très encourageant. Et nous sommes épanouis au Togo en tant que jeunes filles. En tant que Merci. Monsieur Assou, quelles sont les stratégies efficaces pour promouvoir l'éducation des filles, qu'elles soient apprenties et élèves dans l'enseignement technique ou étudiants? Moi, je dirais tout à l'heure qu'en termes de stratégie, elles sont multiverses parce qu'il n'y a pas qu'une seule cible sur laquelle on se concentre. Le profil de la jeune fille au Togo est multiple. Maintenant, en termes de stratégie concrète, d'abord, quand je prends le secteur éducatif, il faut que les premiers acteurs, qui sont d'ailleurs les enseignants, qui éduquent nos enfants, soient formés et sensibilisés à la question du genre. Cela permettra quand même de pouvoir innover au niveau de la pédagogie de l'enseignement, à la manière d'enseigner, à la manière de booster, de motiver la jeune fille à rester à l'école, à croire en un avenir meilleur et à pouvoir se tracer sa voie en termes d'autonomisation et en termes également de réalisation personnelle. Mais au-delà de ça, une stratégie qui est très importante et comme le disait Bito, c'est la volonté politique, que nous ayons des programmes qui sont bien mis en place et suivis avec des indicateurs clairs. On veut agir, mais agir dans l'impact. Et ce programme peut venir bien sûr du secteur privé que du secteur public. Ou pourquoi pas même dans un partenariat public-privé, où en réalité, chaque société et chaque acteur de la société civile met à cœur de pouvoir contribuer efficacement à l'ensemble du processus, depuis la conception du projet jusqu'à sa finalisation. Donc avec des projets concrets et qui sont
est également centré sur également les localités rurales surtout. Parce qu'on a cette impression qu'on est beaucoup plus trop concentré ici, mais les vrais problèmes, nous les avons à l'intérieur. Et au-delà de ça également, moi je le dis aujourd'hui, que pour pouvoir investir efficacement dans la jeune fille, il faut mettre des ressources à disposition. Mais comment on les fait? Moi je le dis, la première ressource à donner à la jeune fille, ce n'est pas l'argent. C'est d'abord les ressources, je crois, éducatives, où elle peut acquérir des compétences, elle peut se faire confiance, se valoriser, se découvrir, œuvrer pour son développement personnel et professionnel. Et en mettant d'accord des cadres d'échange ensemble, dans des écoles, dans les localités et tout, dans des clubs de jeunes filles et tout, on pourra quand même y arriver à trouver des résultats assez conséquents. Donc, je m'arrête là pour le moment. Monsieur Gadier? Oui, quant à ce qui concerne les stratégies, le collègue a brossé pas mal de stratégies, mais moi je veux revenir sur une chose, c'est le fait d'avoir des stratégies sectorielles. Et pour ces stratégies sectorielles, il serait, pour ma foi, très important d'impliquer les filles dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la mise en œuvre de ces stratégies. Parce que une chose est de mettre en place des stratégies et de définir des stratégies, mais l'autre chose est de mettre en œuvre. Vous définissez les stratégies, c'est bon, mais il faut que ces stratégies soient mises en œuvre. Maintenant, comment en amont les stratégies sont définies? Ça aussi, c'est le vrai problème. On ne peut pas décider à la place de quelqu'un. On ne peut pas penser à la place de quelqu'un. Parce qu'en réalité, ce quelqu'un, à la place de qui je pense, ce qu'il vit, je ne le vis pas. Donc le mieux pour pouvoir élaborer une stratégie qui réponde au mieux à la femme ou à la jeune fille, moi je propose d'abord en amont qu'on implique les filles dans l'élaboration de ces stratégies, mais que ces stratégies soient sectorielles. Parce qu'on n'a pas, les filles ne sont pas dans une moule. Il y a beaucoup de secteurs. On a parlé tout de suite du secteur de l'éducation, du secteur de l'apprentissage, de l'enseignement technique, de l'économie, etc., etc. Si par exemple il faut mettre en place une stratégie au niveau économique en faveur de la femme ou de la jeune fille, il est bien sain d'impliquer la femme. Sur le plan économique, qu'est-ce que vous voulez réellement? Est-ce que vous aussi vous voulez vendre comme les autres vendent? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez entreprendre comment? Maintenant, oui, nous voulons entreprendre comme ça. Maintenant, est-ce que votre localité, votre zone vous permet ou est adaptée à ce que vous voulez faire? Ça, je suis dans le domaine économique. Maintenant, on va au niveau de l'éducation. C'est vrai, nous avons des zones rurales et nous avons des zones urbaines. C'est vrai, l'éducation du manière générale est unique. Mais attention, il y a des différences. Le niveau de compréhension des jeunes filles ou de la femme dans la zone urbaine est très différent du niveau de compréhension de la jeune fille en milieu rural. Et donc, s'il faut élaborer une stratégie, c'est ce que le collègue a soulevé, il faut élaborer une stratégie qui met au centre et la jeune fille et le personnel de l'éducation. C'est-à-dire celui qui est en charge de lui transmettre ces connaissances-là. Est-ce que cette personne-là connaît ce qu'on appelle genre? Est-ce que cette personne-là, quand on met devant elle une fille et un garçon, est-ce qu'il va les transmettre la connaissance de la même manière ou il va essayer de biaiser un peu pour permettre à ces deux personnes-là d'avoir un même niveau de compréhension? Ça aussi, ça s'apprend. Ça aussi, ça s'apprend. On ne devient pas femme. On ne naît pas femme, mais on le devient. C'est ça. Et donc, moi, je proposerais qu'il y a des stratégies, c'est bien, mais des stratégies sectorielles qui mettent la jeune fille ou la femme au milieu, au centre. C'est-à-dire qu'ils impliquent. Et si on ne les implique pas et on élabore des stratégies, ce serait bien beau, de bonnes stratégies, mais au final, ce serait difficile de mesurer l'impact que ces stratégies-là vont donner. Et donc, quand on élabore des stratégies au niveau sectoriel, je crois qu'on aura à prendre en compte tous les éléments. Mais dans tous ces domaines-là, ces secteurs-là, il y a des difficultés, des besoins, des défis, il y a des défis, voilà, c'est ça le mot même. Il y a des défis liés à chaque secteur. Et donc, une stratégie qui n'est pas en phase avec des défis dans un secteur donné risque d'aboutir. Parce que, en fait, la stratégie est là, mais elle ne prend pas en compte l'élément essentiel de ce secteur. Et donc, des stratégies, c'est bon, mais il faut que ces stratégies soient en lien avec les différents secteurs. Et également d'une zone à une autre. Merci beaucoup, M. Gadier. Tout à l'heure, Binta,
Vous avez un ajout, oui? Si vous permettez, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire mon prédécesseur. Je pense qu'on dit souvent que lorsque vous voulez faire quelque chose pour nous, sans nous, ça sera contre nous. Alors si on veut véritablement faire des actions pour des femmes, c'est de placer les femmes au cœur. C'est de les mettre au centre de tout, de les impliquer d'amont en aval. Donc, merci. Merci beaucoup. Donc, je disais tout à l'heure, Binta, que M. Gadier vient de dire que des fois, parfois, il est difficile d'évaluer, de mesurer les impacts des investissements. Donc, selon vous, quels indicateurs peuvent être utilisés pour évaluer les progrès réalisés? D'accord, je pense que tout va dépendre du secteur dans lequel l'intervention est faite. Si je prends par exemple le secteur de l'éducation, tout de suite, les indicateurs peuvent être le taux de scolarisation, le taux de réussite des filles. Voilà, si je peux prendre ces deux exemples-là. Après, si je prends le secteur de la santé, par exemple, on peut voir le taux de grossesse précoce. Est-ce qu'il a diminué après l'intervention? Comment c'était avant? Voilà, le taux de grossesse précoce. Je peux rajouter également le taux de femmes mariées précocement également, parce que ça aussi, ça peut être un indicateur. Le taux des mariages précoces. Des mariages précoces, exactement. Après, par rapport à l'autonomisation de la femme, une femme est autonome quand elle a de quoi vivre, de quoi s'épanouir, de quoi se gérer elle-même, de quoi gérer ses besoins personnels. Donc là, on peut prendre par exemple le taux d'employabilité des femmes, voilà, comme étant un indicateur clé pour pouvoir savoir si voilà, les femmes, est-ce qu'elles arrivent à trouver de l'emploi facilement sur le marché. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Et je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'évaluer à travers ces indicateurs, mais aussi de voir la possibilité d'apporter des ajustements si nécessaire à ces indicateurs pour pouvoir évoluer avec d'autres programmes en fait. D'accord. Monsieur Assou, nous avions compris dès le début de nos échanges que quand on parle d'investissement en faveur des filles, au-delà de l'argent, au-delà du pécunier, il y a les ressources humaines, il y a les formations, il y a beaucoup d'opportunités qu'on doit offrir aux filles, mais les impliquer. Et dites-moi, comment suivre l'efficacité de ces programmes d'investissement? Moi, je crois d'entrée de jeu que si nous prenons par exemple un programme qui est basé sur le développement des compétences, par exemple, ça veut dire qu'au primo, quand le programme a commencé, l'individu était à un niveau de compétence. On peut dire niveau de compétence 0. Maintenant, on doit voir sur le fil du temps, par exemple sur 3 mois, 6 mois, quelles sont en réalité les capacités opérationnelles que cette fille a à sa disposition. Quels sont les savoir-être, les savoir-faire qu'elle a acquis au fil du temps. Dès qu'on met en place un certain nombre d'indicateurs qui sont de nature qualitative. Par exemple, si par exemple, c'est beaucoup plus au niveau par exemple, de la confiance en soi. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, elle arrive à pouvoir avoir une estime de soi de elle-même? Quel est son niveau d'estime de soi? Donc, des indicateurs qui, en réalité, prennent en compte, en réalité, le domaine dans lequel, en réalité, on développe le programme. Maintenant, quand on prend un programme qui est axé beaucoup plus sur les programmes de projets professionnels, un programme dans lequel c'est géré que le projet professionnel. Parce qu'après avoir développé les compétences, il faut un projet professionnel qui suit. Maintenant, sur ce projet professionnel, combien de personnes sont sur le niveau de sûreté du projet professionnel? Maintenant, quel est en réalité le plan d'action incliné ou décliné pour pouvoir accomplir ce projet professionnel-là? On ira même plus loin. Quelle est en réalité la projection que la personne a fait par rapport à sa carrière quand il s'agit d'un programme de projet professionnel? Donc, ces indicateurs ne sont pas de nature en réalité précise. Selon le secteur, on l'identifie. Et elles sont de nature qualitative, elles sont de nature quantitative. Oui, Binta. J'aimerais revenir sur une chose par rapport à ce qu'il a dit. En matière de l'évaluation d'impact d'un projet, d'un programme, il y a 2 groupes. Il faudrait qu'on puisse, avant la mise en œuvre du projet, distinguer 2 groupes. Un groupe traitement, un groupe contrôle. Le groupe traitement, c'est celui qui bénéficiera de l'intervention. Et le groupe contrôle, disons, voilà, c'est lui qui un peu est lésé parce qu'il ne bénéficiera pas. Pourquoi? Parce que tout de suite, on peut mettre en œuvre une politique ou un programme et on va penser qu'il y a eu un changement et que c'est la politique qui a engendré le changement, ce qui n'est pas forcément vérifié. Donc, avec la séparation des groupes, traitement et contrôle, ce sera plus, je ne vais pas dire facile, mais ce sera plus intéressant de constater le réel changement à la fin en fait, de la mise en œuvre de la politique. Donc, c'est ce sur quoi j'aimerais aussi intervenir. Vous voulez faire un ajout? En termes d'indicateurs, comme ils l'ont dit,
c'est à plusieurs niveaux, multisectoriels. Alors, chaque indicateur, un indicateur correspond à un résultat. Et peut-être ce n'est pas parce qu'on n'a pas atteint le résultat dans le temps qu'il est impossible en fait. Je dirais, comme on le dit souvent, les meilleures choses prennent du temps à arriver. Il nous faut de la patience, du suivi, comme tu l'as dit, de l'audit, du contrôle citoyen de l'action publique, afin de véritablement avoir un œil critique sur tout ce qui se fait comme programme. Ce n'est pas forcément féliciter, mais aussi c'est de critiquer, d'apporter son point de vue, d'apporter ses améliorations également. Je prends l'exemple, si vous permettez, des critiques constructives. Oui, des infrastructures scolaires. Par exemple, une école où il n'y a que des toilettes pour tous, où les femmes n'ont pas accès à des toilettes intimes. Oui. Moi, je me rappelle que j'avais une amie qui pouvait sécher 2 jours de cours parce qu'elle avait juste ses menstruations, qu'elle n'était pas à l'aise à venir au cours et à utiliser ces genres de toilettes. Je pense qu'il est important de regarder ces détails pointus et véritablement mener des actions pour aboutir à des résultats. Merci. Merci beaucoup. Ça confirme ce que j'avais dit entre-temps, de ne pas mettre la fille ou la femme à l'écart et de concocter un programme ou bien une stratégie à sa place. Je pense que si, c'est pourquoi je dis je pense que si, par exemple, dans cette localité, au moins les filles ou les femmes avaient été consultées, je crois que la construction du bâtiment scolaire n'aura pas seulement des toilettes pour garçons et filles en même temps. Ils devaient penser à avoir des toilettes pour les filles, des toilettes pour les garçons, même des toilettes pour les personnes qui sont handicapées. Parce que c'est très important. Vous voyez, il y a des filles, mais il peut y avoir des filles aussi handicapées. Est-ce que les filles handicapées peuvent accéder de la même manière aux toilettes que celles qui ne sont pas handicapées ou ceux qui ne sont pas handicapés? Raison pour laquelle c'est fondamental de ne pas bâtir une stratégie parce qu'il faut la bâtir, mais d'impliquer, de toujours consulter. Parce que c'est très important. En matière d'initiative pour la promotion et l'autonomisation de la fille au Togo, il y a tout un éventail dans le dossier qui vient. Vous allez découvrir certaines de ces initiatives qui ont quand même un impact positif sur l'augmentation du taux de scolarisation des filles au Togo. Le Togo place la jeune fille au centre des initiatives et projets de développement. Pour atteindre ses ambitions, le gouvernement togolais a élaboré en 2011 une politique nationale pour l'équité et l'égalité de genre, PNEJ, qui vise à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines, y compris l'éducation et l'autonomisation de la jeune fille. L'État togolais a également lancé le projet SOED+, pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique. Ce projet vise à bénéficier directement à plus de 105 000 filles et jeunes femmes togolaises en mettant l'accent sur leur autonomisation économique et en encourageant leur maintien à l'école. Ces initiatives démontrent l'engagement du Togo en faveur de l'égalité des genres et de l'autonomisation de la fille, contribuant ainsi à un avenir plus équitable et prospère pour toutes et tous. Par ce dossier, nous nous rendons compte que l'engagement de l'État togolais en faveur de la promotion de la fille est une preuve palpable. Ce n'est plus du discours. Dites-moi, quels sont les avantages à long terme de ces investissements, M. Gadji? Les avantages à long terme sautent aux yeux. Quand déjà, si nous nous basons sur ce programme, les avantages à long terme sautent aux yeux. À long terme, c'est qu'on aura des populations féminines éduquées. Et on aura vraiment des jeunes filles ou des femmes qui ont fréquenté, qui ont la capacité professionnelle à pouvoir exercer dans n'importe quel secteur. Parce qu'il faut fréquenter, il faut être scolarisé, il faut avoir la connaissance, la connaissance intellectuelle vraiment appropriée pour pouvoir faire certaines actions ou assumer certaines responsabilités. Et moi, je crois que si déjà à la base, on investit pour pouvoir permettre aux élèves, filles surtout, d'être maintenues à l'école, c'est comme on permet à ces filles-là d'aller plus loin dans leur éducation, dans leur scolarisation pour enfin avoir des grands diplômes et occuper des postes. J'avais lu quelque chose hier concernant ce fait et je suis tombé sur quelque chose que l'USAID a
a écrit et qui disait que dans des pays où on a 30% de femmes qui sont élues, ces pays-là sont vraiment ouverts et ces pays sont des pays démocratiques et ce sont des pays qui évoluent, qui se développent. Et donc je crois que si déjà à la base on incite les filles à fréquenter, c'est qu'elles ne vont pas fréquenter seulement parce qu'il faut fréquenter. Au fil du temps, elles vont commencer par avoir aussi des rêves. Elles vont commencer par avoir des visions. Parce qu'actuellement au Togo, je suis sûr que les filles sont déjà en train de s'identifier à beaucoup de grandes dames qu'on a dans ce pays qui exercent de hautes fonctions. Et si elles aussi, elles arrivent à ce niveau, je pense que déjà, à long terme, on aura des élites femmes au Togo et qui vont représenter dignement le pays. Et le pays ne sera plus un pays sous-développé ou bien en voie de développement. Ce serait un pays développé parce que ce soit sur le plan économique, il faut que la femme sache lire. Il faut que la femme sache faire des calculs avant qu'elle n'exerce son entrepreneuriat. Bien avant, j'aimerais rebondir sur une chose que le collègue a dit tout à l'heure. C'est le fait que certainement certaines filles s'identifient à des icônes du pays, des grandes dames qui ont déjà eu à réaliser de grandes choses. Et par rapport à cela, je vais proposer peut-être une stratégie qui serait de créer des cadres de partage entre ces personnes-là, ces grandes sœurs, ces mamans qui ont déjà réussi et de s'en inspirer en fait. Des cadres où vraiment elles font des partages d'expériences avec nous, voilà, avec nous. Et de ne pas surtout oublier que quand je dis nous, ce n'est pas seulement nous qui sommes à Lomé, mais même à l'intérieur du pays. Maintenant, pour revenir aux avantages, moi, je vais revenir sur l'autonomisation. Une femme dans laquelle on investit, c'est clair, on s'attend à ce qu'elle soit autonome. Et une femme autonome, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. Et aujourd'hui, on parle des jeunes filles. Ces jeunes filles-là, demain, ce seront des femmes. Et moi, je me dis que si on investit correctement en elles et qu'elles arrivent à s'en sortir, elles ont plus confiance en elles, elles savent où elles veulent aller, elles ont des ambitions claires, des modèles de réussite auxquels elles veulent ressembler et même dépasser. Ces filles devenues femmes demain, ce sera de très bonnes mamans également. Donc disons, c'est un processus durable. Merci Diane. Ouais, moi je dirais que tout se résume à l'autonomisation et l'indépendance. Je me rappelle qu'un jour ma grand-mère m'a dit, on était dans une situation, elle a souri, elle a dit si seulement j'étais allée à l'école. Elle regrette tellement de n'avoir pas eu cette chance-là d'aller à l'école, d'être éduquée, d'être instruite. Et aujourd'hui, moi particulièrement, lorsque je vois toutes ces femmes entrepreneurs, ces femmes leaders, je suis tellement inspirée, je suis fan. Je suis vraiment inspirée, quoi. Et j'ai envie de faire encore et encore plus. L'autonomisation financière, l'autonomisation en termes de prise de décision quant à ce qui concerne leur vie. En même temps, cela contribue à fonder des sociétés pour un développement vraiment durable. Monsieur Assou, de façon concise et précise. Moi, je dirais simplement que investir à long terme d'accord sur les jeunes filles, c'est de pouvoir faire face à un problème, c'est la féminisation de la pauvreté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que la pauvreté a un visage féminin. Elle touche beaucoup plus les femmes que les hommes. Donc, arriver à investir à long terme sur les jeunes filles, c'est de contribuer en tant soit peu à pouvoir apporter d'abord des ressources qui permettent à ces femmes d'être autonomes, comme elles le disent, et de pouvoir mieux éduquer leurs enfants, puisqu'on reconnaît qu'il y a un phénomène qui se passe, beaucoup de mamans dans les foyers qui sont peut-être célibataires ou veuves, c'est eux qui prennent en charge l'éducation de leurs enfants. Mais sans ressources financières, elle fait comment? Donc voilà pourquoi il est très important d'investir en long terme dans la jeune fille et qui devient mère et qui d'ailleurs éduque les futurs leaders de nos nations. Par rapport aux avantages, et ça va surprendre beaucoup, mais quand on investit pour l'autonomisation de la fille, on lutte efficacement contre le terrorisme. Le terrorisme. Le terrorisme, oui, parce que ça, c'est une méthode efficace de lutte contre le terrorisme. Parce que ce sont nos mamans, ce sont les femmes qui éduquent les enfants. Et quand l'éducation est ratée, est bafouée, vous retrouvez l'enfant dans la rue et prochainement ou plus tard, vous trouvez cet enfant-là qui fait partie des groupes terroristes. Et je pense que si vraiment on investit énormément dans la fille,
et la femme, je crois que l'énorme sous qu'on est en train de dépenser pour mettre en œuvre des politiques de lutte contre le terrorisme, je crois que ça viendra résoudre ce problème. Donc en fait, on a tout à gagner en investissant dans l'autonomisation et la promotion de la fille. Les chantiers en matière de la promotion de la fille au Togo sont assez vastes. Au cours des reportages, nous avons suivi que l'État occupe une bonne partie. Il est accompagné par des organisations de la société civile, l'ONG ACDF par exemple, qui ont des programmes pour capaciter et permettre aux filles de découvrir leurs talents et leurs compétences. Au cours des vacances dernières, ils ont eu le programme de mentorat Mon Modèle, dont nous vous livrons une partie des résultats. Là, vous verrez les bénéficiaires qui se sont prononcés sur l'impact de ce programme sur leur vie. Quand il s'agit de promouvoir le leadership féminin afin de redonner à la gente féminine la place qui est la sienne dans la société, l'organisation Action Collective pour le développement intégral de l'enfance et de la jeune fille ACDF ne ménage aucun effort pour l'atteinte de cet objectif. C'est dans ce sens qu'elle a encore initié un programme d'aide aux jeunes filles dénommé Mon Modèle. Ce programme a pour principal but de promouvoir un système de mentorat qui permettra un coaching et un transfert de savoir-faire et savoir-vivre aux jeunes filles par des femmes influentes, cadres au Togo. Après une première phase de sélection des participantes et d'identification des mentors, 15 filles sont retenues et mises en relation avec leur coach. Myriam Diatta, par exemple, a eu comme mentor Madame Kaïssan Dominique Ataï Kadea pour explorer le monde de l'événementiel et la décoration. Elle m'a dit que les femmes peuvent beaucoup, c'est elles-mêmes qui se sous-estiment et que nous pouvons changer le monde en créant de la valeur. Son plus grand slogan, c'est « Créons de la valeur ». C'est-à-dire que nous pouvons, nous aussi, ajouter quelque chose à ce qui a déjà été. Et puis, nous pouvons aussi émerveiller les autres. C'est déjà en nous, mais nous devons le travailler. Et une autre chose qu'elle m'a dit, c'est la rigueur. Quand tu veux aller loin, il faut te donner les moyens. Il faut être très rigoureuse. Elle ne blague pas avec la rigueur. Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis de me ressaisir. Parce que des fois, on n'atteint pas des objectifs juste parce qu'on n'a pas été déterminé ni rigoureux sur ce qu'on veut faire. Et vraiment, ça m'a boosté. La communication a intéressé Somabé Afi Chantal. Pour bien embrasser une carrière d'animatrice télé et radio, elle a été confiée à la très expérimentée Pélagie Koumako. Avec madame, ça a été vraiment pratico-pratique, comme on le dit. Elle m'a appris à aimer ma voix telle qu'elle est, à avoir confiance en moi, à lire. C'est vrai que ce n'était pas évident. Elle m'a expliqué ce que c'est que l'animation, ce que c'est qu'une animatrice, la posture que doit avoir une animatrice, ce que tu dois dégager. L'éducation en quelque sorte que doit avoir une animatrice. Elle m'a appris à lire, à bien lire, je dirais, à travailler ma diction. Oui, j'ai fait un constat. Déjà, le changement, c'est que je suis devant la caméra, devant vous. Ce n'était pas un truc qui était évident. Laisser ma voix libre, la parler de manière très à l'aise, ce n'était pas vraiment évident, mais elle m'a vraiment boosté, elle m'a vraiment appris à avoir confiance en moi. Tout ce qui va avec. Ce programme a vraiment été très utile. Dans le monde de la mode, Chris Demens a eu à coacher 2 mentis, une en présentiel et la seconde en ligne. Pour réaliser son rêve d'enfance, celui d'être son propre chef, Afi Delalom a eu l'incroyable chance de rencontrer Madame Métissa Sama qui lui a filé les secrets de l'entrepreneuriat. Nous revenons de plein pied dans le domaine des médias et de la communication pour présenter Ablavi Georgette qui a évolué sous les ailes de la journaliste Amel Assignon. L'autre volet de Mon Modèle a été les séances de renforcement de capacité des participantes à travers certains modules tels que le développement personnel, l'écoute active, le leadership, l'art oratoire et autres l'anglais professionnel. Depuis Kara, Louise a aussi été bénéficiaire de l'initiative. Au bout de 3 mois de mentorship et de formation, toutes s'accordent à dire que le programme Mon Modèle est une réussite à rééditer. ACDF est désormais sûr d'une chose, c'est d'avoir aussi fait sa part dans la production de modèles de réussite.
Maintenant, je reviens sur le programme Mon Modèle. Ça, c'est une réponse à la doléance de Binta. Oui, c'est Binta. Mon Modèle est parti d'une histoire banale parce qu'on était à une activité dans une zone rurale et notre chargé de programme a discuté avec une fille. Et elle demandait à la fille, qu'est-ce que tu veux devenir? Bon, je ne sais pas. C'était la réponse. Parmi toutes les femmes que tu vois, laquelle t'inspire? Elle dit, elle n'a jamais eu l'occasion de voir une femme que ce soit. Donc les femmes qu'elle voit, ce sont les femmes qui tournent autour d'elle dans leur village. Un point, c'est tout. Et donc si elle veut être ressemblée à quelqu'un ou à quelqu'une, c'est sa maman. Maintenant, qu'est-ce que sa maman fait? Elles sont au nombre de 12. Et sa maman est femme au foyer. Point. Et quand elle est revenue, on faisait le débriefing de l'activité et après, elle a sorti ce témoignage. Et on a commencé ce programme qui se voudrait, dès le départ, de pouvoir mettre ensemble les jeunes filles avec des femmes influentes de ce pays, des femmes qui inspirent, des femmes qui peuvent donner envie à ces jeunes filles-là de dépasser leurs capacités. C'est-à-dire de donner plus que 200% de ce qu'elles ont l'habitude de donner. En tant qu'organisation accompagnant l'État dans les investissements en faveur des filles, quels sont les défis auxquels les différentes formes d'investissement sont confrontées? Oui, il y a d'énormes défis. Les premiers des défis sont d'ordre structurel. Parce qu'il faut arriver d'abord à prédisposer cette fille-là en faveur de laquelle vous voulez investir. Il faut que cette fille-là sorte de la mentalité de son entourage social, qu'elle arrive à savoir que les autres choses qui tournent autour de moi, ce sont des construits sociaux, ce sont des préjugés. En réalité, ce ne sont pas des choses qui doivent me freiner. L'autre défi sont les filles elles-mêmes. Ça, il ne faut pas qu'on se cache la face. On se voile la face. On se voile la face. Ce sont les filles elles-mêmes. Elles sont les bénéficiaires, mais elles constituent un énorme défi. Par exemple, le programme a été lancé. Et ça nous a pris pendant plus de 3 mois avant qu'on ne commence par enregistrer les candidates. Alors qu'on a commencé par communiquer, même on faisait de bouche à oreille. Allez-y, il faut postuler, il faut postuler, il faut postuler. Oh, moi, pourquoi je vais postuler? Moi, ces choses-là. Non, non. Donc, la personnalité même de la fille constitue un obstacle, un défi à ces gens d'investissement. Et l'autre défi majeur également aussi, c'est le côté financier. Parce qu'il n'y a pas d'investissement. On ne cessera jamais d'en parler. Oui, il n'y a pas d'investissement qui ne nécessite pas d'argent. Mais l'essentiel, c'est que vous faites partie des organisations qui contribuent à la promotion de la fille au Togo. Merci beaucoup. Les 2 dames qui sont avec nous, c'est vrai, la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, on le dit, les filles ne sont pas directement concernées, mais vous êtes des futures femmes. Dites-moi, quelles sont vos attentes pour cette célébration de cette année? Diane. Les attentes sont énormes, je dirais. Comme attente, en fait, ça serait de véritablement, autour de cette fête, de faire l'historique, de relever réellement les obstacles auxquels font face les filles dans la société, de réfléchir concrètement à des actions futures, à des projets, de célébrer bien sûr les réussites, de féliciter pour ce qui a été déjà fait, mais aussi d'envisager plus loin et encore plus loin. Ce n'est pas forcément, comme le pensent beaucoup d'entre nous, les loisirs, porter du pagne et tout. Ça va au-delà des loisirs, mais ça va plus que des loisirs. C'est une réflexion, une idée de projet même en termes de 8 mars. Merci. Binta. Ok, je vais un peu rejoindre Diane, même si je vais revenir sur un truc qu'elle a dit. C'est pas une fête. Franchement, on a tendance justement à penser que c'est un jour de fête et on porte des pagnes. Et comme moi je dis, c'est les pagnes qui créent problème. Si on fait disparaître les pagnes, ce côté festif de la chose, c'est un business, c'est un business pour nos mamans. C'est vraiment pas une fête. Ce qui m'intéresse là, c'est vos attentes. Voilà. Donc, mes attentes personnellement, ce serait de comprendre que nous sommes certes des femmes, mais nous pouvons ce que nous voulons. Il faudrait qu'on comprenne que tant qu'on n'ose pas, on ne peut pas vraiment s'attendre à des résultats.
Donc mes attentes, c'est qu'à travers cette journée, qu'on comprenne que les opportunités sont là. Les luttes ont été faites pour que justement nous ayons accès à ces opportunités, même si ce n'est pas encore à 100%, mais le peu qu'il y a, osons au fait, osons. Donc, merci beaucoup. Donc pour conclure, vous allez me dire en une phrase, investir en faveur des filles, on a tout à gagner, ce que vous comprenez. Monsieur Assou, investir en faveur des filles, on a tout à gagner en une phrase, pour vous c'est quoi? Investir en faveur des jeunes filles. On a tout à gagner. On a tout à gagner. C'est placer les ressources qu'il faut à la place qu'il faut pour un développement socio-économique inclusif et durable. Merci, M. Gadji. En une phrase. En une phrase, moi je dirais c'est autonomiser les filles et les femmes pour un développement durable dans tous les secteurs. Voilà. Dans tous les secteurs. Parce que cela voudrait dire qu'il y a quelque chose qui a été déjà fait, mais il faut encore aller plus loin. Plus loin, oui. En une phrase, moi je dirais, c'est d'imaginer un monde où on comptera que sur les femmes pour évoluer et avancer. Binta, pour finir. Je dirais c'est l'une des meilleures choses à faire. C'est un investissement certes aujourd'hui, mais dont on sera super fier des résultats demain. Voilà. Merci beaucoup. Comme vous le constatez, nous sommes arrivés à la fin de nos échanges de cet après-midi. Aujourd'hui, j'ai été avec Jacques Assou, il est sociologue, Binta Ndiaye, elle est économiste, Diane Traoré, elle est la vice-présidente de ANWOL, Association of New Generation Women Leaders, et M. Koudjo Gadji, qui est le président de l'ONG ACDF, Entendez Action collective pour le développement intégral de l'enfance et de la jeune fille. Pour résumer les propos des uns et des autres, investir en faveur des filles n'est pas seulement une question de développement, mais aussi un impératif moral et un droit fondamental de la personne. Investir en faveur des filles, c'est investir dans notre avenir commun. Donc ensemble, nous pouvons accélérer le progrès vers un monde plus équitable et plus inclusif. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie surtout toute l'équipe de la réalisation. Merci aussi à Sylvie, la fée du décor, qui embellit notre plateau avec ses meubles et ses fleurs. Elle est joignable au 93 17 27 32. Au revoir et à la prochaine.